Bonjour, monsieur Eugène. Bonjour, monsieur Desgrasses. Je dis coach Eugène ou monsieur Eugène? Mais ça dépend, mais ça fait trop solennel de m'appeler monsieur Eugène et tout Oui, ça. et Ça surtout. voilà, ça risque de me faire vieillir. Alors, donc, voilà, donc je suis Eugène Kandolo. Oui. C'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. À la base, je suis diplômé en sciences de l'information et de la communication. Et j'ai fait une spécialisation en audiovisuel, journalisme politique extérieure. Donc, j'ai une appréhension orientée beaucoup plus sur un regard assez plus mondialiste des enjeux, quel que soit le domaine dans lesquels on se retrouve. Mais par ailleurs, je suis conférencier éclectique. Éclectique pourquoi? Parce que je suis transdisciplinaire, donc pas dans le sens de qui trop embrasse mal étreint, mais c'est beaucoup plus dans l'orientation de ce que nous avons comme atout, parce que quand Dieu crée chaque être humain, il a des prédispositions qu'il met, il a des talents qu'il met à sa disposition. C'est pas de l'injustice, Dieu reste juste, mais dans une certaine mesure, chaque personne n'est pas égale à l'autre. Donc, et ces différenciations sont peut-être au niveau de le type de talent que l'on a. Et moi, j'ai plusieurs talents. Moi, je suis parolier, j'écris des discours, j'écris de scripts. Et pour cela, j'ai été consultant pour plusieurs autres plateformes en tant que provider content. Donc, je disais que je suis conférencier, je suis coach, je suis mentor de plusieurs jeunes et je suis consultant auto-entrepreneur, aujourd'hui fondateur d'une branche d'édition, les éditions Cas Possible, qui non seulement ont édité mes propres livres, mais aussi beaucoup plus de livres d'autres compatriotes congolais. Je peux citer à titre illustratif Crime de l'Intolo congolais de Soni Kamana, Entrepreneuriat d'hier et d'aujourd'hui, Empreinte de Jeannot Bemba, qui est écrit par Andy Bemba, c'est toujours les éditions. C'est l'histoire de Jean-Pierre Bemba non, Jeannot Bemba, leur père en fait, leur père, le père de Jean-Pierre Bemba et de Andy, et c'est Andy qui raconte l'histoire de son père, mais au travers un questionnement, parce que dans le livre, il essaie un peu d'analyser le fossé qu'il y a entre les entrepreneurs des années d'après-indépendance et les entrepreneurs d'aujourd'hui, parce qu'il se trouve qu'il y a eu beaucoup de floraison à cette époque. Il y a eu les premières banques privées, la première société d'aviation privée, c'est avec Jeannot Bemba, il y a eu les Dokolo, il y a eu... Moi, j'aimerais vraiment lire l'histoire de Dokolo avec la première banque. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui, dans sa tête, était vraiment libre et sortait un peu de toutes les cases. Absolument. Et c'est justement ça. Dans le livre Entrepreneuriat d'hier et d'aujourd'hui, on brosse de manière générale les activités de tous ces gens-là, mais après, il y a un focus qui est fait sur Jeannot Bemba, à mesure que l'auteur lui-même, il est le fils de Jeannot Bemba, et il ne pouvait pas étudier de façon globale tous ces gens. Il s'est focalisé sur son père pour voir en fait quel a été son parcours, et il y a tout un chapitre réservé à l'historicité de Jeannot Bemba, comment il a commencé l'entrepreneuriat, comment il est en culotte, comment il allait dans le brousse, comment il faisait les huileries, comment les besoins s'est présentés dans l'élan d'exporter les marchandises d'abord dans l'ancienne grande province de l'Équateur vers Kinshasa et d'autres directions. C'est ce qui a créé le fait qu'il doit commencer à affréter, et au fil du temps, il a vu que plus la marchandise était assez consistante, il pouvait lui-même finalement trouver un avion qui pourrait permettre à acheminer ces marchandises. Et c'est comme ça que de là est parti de cargo. Finalement, il a abouti au premier vol régulier avec des vols commerciaux avec des personnes et tout ça. Donc c'est toute une histoire, et après il en est sorti des leçons et comment, donc je disais qu'il y a Andy Bemba, il y a aussi Trésor Maneno qui a fait le livre sur la radioscopie de banque commerciale congolaise en tant qu'avocat orienté vers les domaines de banque. Il y a le tout dernier qu'on a édité dernièrement avec Merveille Kawi qui a fait, c'est un livre à partie un peu autobiographique, un livre de motivation, donc c'est la force de nos faiblesses. Mais il y a aussi Jérémy
Kabouya qui a écrit Homme Nouveau, toujours aux éditions Cas Possible. On a édité Maître Steve Madiaga qui a sorti le lexique de droit aérien congolais, toujours aux éditions Cas Possible. Il y a Aristoni, qui lui, il est prédicateur et prophète, qui a sorti La culture prophétique, toujours aux éditions Cas Possible. On est un peu assez varié, et ça c'est le travail qu'on fait, parce qu'en fait souvent quand les gens parlent de l'entrepreneuriat, non c'est trop vague, mais il faut vivre ça. Bon, on est dans l'édition, dans l'accompagnement littéraire, on produit des œuvres, on pousse les jeunes Congolais et de nos jeunes qui ont besoin effectivement de produire des documents dans ce sens. Nous on le fait, les éditions Cas Possible. Donc c'est un aspect de ce que nous faisons, et en tant que conférencier, il y a cette dimension où on accompagne de gens et on répond à des scènes. Tout dernièrement, moi je reviens par exemple de Brazza, où j'ai animé 2 activités, donc j'étais convié pour une conférence GFA, de jeunes entrepreneurs pour l'éveil des consciences de la jeunesse africaine en général, et particulièrement celle du Congo-Brazza. Donc bref, on a plusieurs casquettes, comme je le disais, qui nous permettent en fait de répondre d'une façon ou d'une autre à des besoins non seulement existentiels pour nous, mais aussi à des besoins structurels et identitaires, parce que en fait, moi, j'ai quand même une préoccupation. Nous avons grandi, et tu le sais, dans un environnement où beaucoup de gens sont pessimistes, où des gens ne voient pas le Congo en grand, où les gens ne se voient pas eux-mêmes en grand, où les gens sont fatalistes et se limitent à vivoter ou à la survie. Beaucoup de gens sont dans ce qu'on appelle COP ou Shida. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui peuvent effectivement se faire beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, mais ils se font de l'argent un peu comme la loterie. Donc ils se positionnent dans, je sais pas moi, il a accompagné des gens dans des carrés miniers, où il a fait des trucs, il s'est retrouvé avec beaucoup de capital, mais en fait qui n'a pas l'intelligence de cet argent, il n'a pas en fait une idée claire de comment cela peut faire tourner l'économie du pays. Et puis comme on dit, si tu ne comprends pas comment gérer ton argent, tu peux avoir des millions aujourd'hui et puis demain, tu vas te retrouver dans des problèmes, tu vas te retrouver avec de loin moins que ça. Parce que même pour gérer simplement l'argent, il faut une forme de connaissance. Absolument. Donc bref, c'est un peu ça, de manière amassée, mais j'accompagne depuis plusieurs années maintenant des individus, des personnalités, parce qu'en tant que consultant des organismes internationaux, je travaillais notamment pour un organisme qui était orienté vers les questions de gouvernance et démocratie, et j'ai assumé des fonctions très jeune déjà, chargé de programme réflexion prospective sur le processus électoral en RDC, et au nom de ce programme, j'ai accompagné plusieurs aujourd'hui, des ministres, des députés, beaucoup, nous les avons formés, on les a accompagnés, et j'ai participé quand même à pas mal de rendez-vous d'ordre politique dans ce pays, qui ont fait que, donc on a ces casquettes assez transdisciplinaires, et ce qui font que nous soyons à l'aise en tant que conférenciers éclectiques. Absolument. Donc, moi déjà, en termes de compétences, en termes d'efficacité, zéro doute. Mais la question c'est celle-ci. Parmi toutes ces casquettes, la casquette dominante c'est laquelle? La casquette dominante, je veux dire... Où il y a ton cœur. Parce que moi par exemple, quand tu expliques tout cela, moi je vois déjà qu'avec possible la maison d'édition, il peut avoir un très grand impact, surtout sur le long terme. Parce que dernièrement, je suis en train de parler avec quelques personnes, et j'étais en train de leur dire que les gens ne comprennent pas. Je suis en train de lire au fait l'utilisation du budget du gouvernement, pas du gouvernement, du ministère de la Culture. Comment est-ce qu'ils dépensaient cet argent? Je me suis rendu compte qu'ils dépensaient des miettes pour la rénovation des musées et tout ce qui va en ce sens-là. La grande partie était axée sur l'élaboration d'une politique culturelle. Et moi, je n'étais pas nécessairement pour cela. Exactement. Moi, je pense que le ministère de la Culture devrait investir dans des initiatives comme cela, où on dit par exemple, chaque année, on doit appuyer une maison d'édition pour remettre des prix par exemple, ou encourager ou faire même un concours, pour disons par exemple, 100 jeunes auteurs qui vont écrire sur ce que sera le Congo. Parce que les gens ne comprennent pas que la culture, ce n'est pas seulement l'héritage d'hier,
ça peut aussi être une lettre au futur. Absolument, absolument. Et c'est ça que les Américains font tout le temps. Absolument, la culture elle-même, elle n'est pas statique, elle est dynamique. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais disent, et les Africains, ils se revendiquent, par exemple, pour le pagne. Quand on voit le pagne directement, on voit l'Afrique, et pourtant, le pagne n'a jamais été une invention africaine. C'est-à-dire que c'est un élément qu'on a acquis, on s'est approprié au fil de notre histoire, c'est devenu un élément de notre culture. Donc c'est pour montrer à quel, le pagne c'est une invention indienne, c'est pour montrer à quel point en fait il y a des éléments qui n'ont pas existé avant qu'on peut, voilà, qu'on peut adopter au fil du temps. C'est comme par exemple un débat stupide que je vois, je dis bien stupide, mais j'assume que j'entends souvent les gens dire non, voilà, le français n'est pas notre langue. Et pourtant dans la Constitution, c'est écrit, le Congo a comme langue officielle le français. Et donc, c'est une appropriation. Et c'est la phrase qui vient après qui dit, il y a aussi 4 langues nationales. Et donc, même si cette langue appartenait aux Français, les Français ne nous ont pas colonisés. On l'a eu via le Belge qui nous a colonisés. L'essentiel, ce n'est pas par quel moyen on a été colonisé. Il y a des gens qui ont un ultranationalisme à outrance de foi aveuglant, qui pensent qu'on doit rejeter le français parce que c'est la langue de colons, et pourtant tout le monde s'habille des outils qui viennent des Occidentaux, tu vois. Donc, et moi, je ne me sens pas très beau dans certains habillements qui pensent que ça devrait identifier à l'africanité, le pagne, je sais pas moi, le mayaka au cou. Tout est besoin, en fait, question de goût que les gens ont. Alors, pour rentrer dans ce que j'étais en train de dire, effectivement, je suis d'accord avec toi dans la mesure où tu ne partages pas trop les avis dans la gestion de la politique culturelle, mais en fait, c'est un problème de vision. Parce que les plus souvent, nous pêchons sur le casting et on met des hommes et des femmes qu'il ne faut pas à la place qu'il faut. Et des fois, c'est un peu un remplissage où vous ne sentez pas que la personne a construit dans le temps, tu vois, une politique, une aspiration personnelle par rapport au domaine auquel on l'appelle à gérer. Et par conséquent, ça va dans tous les sens. Mais après, est-ce qu'il faut absolument qu'on puisse venir nous donner des subventions ça me flatterait. Mais après, moi, j'aime pas trop vivre de l'aumône. Donc, c'est très, très important. Voilà, c'est très important. Ça ne t'élit pas le main, tu gardes ton indépendance. Et puis après, un écrivain, c'est un artiste. La liberté artistique veut que tu ne puisses pas être conditionné. On vient, on te dit, bon, voilà, est-ce que tu peux nous faire un texte, le concours qu'on fait là? Oui, là, je suis d'accord avec toi, mais il y a un élément. Je crois que tu connais le domaine. Il y a ce qu'on appelle la macroéconomie, que l'État influence, qui a un impact sur ta liberté de faire le business comme tu veux. Et quand c'est influencé de la bonne manière, même toi qui es dans ton business, tu te sens plus à l'aise. Plus à l'aise. Mais donc, je vais te dire une chose, il y a toujours des contrastes avec nos subjectivités personnelles. Je vais te donner un exemple. Si je suis ministre de la Culture, il y a des choses que je ferai qui ne vont pas peut-être plaire aux gens, qui relèvent de ma subjectivité. Je vais te donner un exemple. Il y a dernièrement, j'ai préfacé plusieurs livres. Aujourd'hui, je suis peut-être à une trentaine de livres que j'ai préfacés. Il y a des gens, des nouveaux écrivains, des jeunes qui m'écrivent souvent, non, est-ce que tu peux préfacer? Dernièrement, j'ai refusé poliment de préfacer un livre parce que ça ne rencontrait pas mes convictions. Un jeune qui fait un livre, Torovo Tété. Or, moi, je suis dans une optique où j'encourage les jeunes à aimer leur pays. Aimer le pays, c'est s'approprier son histoire avec ses passifs et ses actifs. Aimer les dictateurs Mobutu, voir ce qu'il a fait, aimer Laurent Désiré Kabila, aimer Kabila, s'approprier. En fait, c'est ça notre histoire. On n'a pas une autre histoire. Aimer tous ceux qui sont passés dans notre histoire et pousser les gens, en fait, parce que tu ne peux pas mieux développer les sentiments patriotiques si tu n'as pas appris l'histoire. Connaître qui est la première femme universitaire au pays, qui a été la première femme à être ministre dans ce pays, Sophie Kanza, comprendre un peu la dynamique de notre histoire. Et ça, c'est très important. Et de deux, c'est aujourd'hui être impliqué dans le processus d'appropriation. Aujourd'hui, il a été décidé, et c'est ça le fait, que nous avons une constitution, et cette constitution veut que nous puissions avoir un vote pour permettre à ce que nous puissions nous choisir ceux qui doivent
présider à notre destinée de façon cyclique chaque 5 ans après. Mais comment on peut, de façon irresponsable, appeler les gens à ne pas aller à cette raison? Tu vois, et du coup, en fait, les jeunes m'ont écrit. Bon, après, je lui avais dit non, vraiment, ton livre, je vais. Mais c'est après que j'ai constaté que les livres, le titre, c'était trop voté. Mais déjà, même si c'était l'intrigue et qu'à l'intérieur, il y avait autre chose, moi, je ne peux pas préfacer ce genre de livre. Alors, imagine que je suis ministre de la Culture. Ce jeune a toute sa liberté artistique. Je serais subjectif s'il faudrait, par exemple, accompagner son œuvre. Je vais les conditionner par rapport à ce que je pense dans ma tête. Donc, tu vois, la vie elle-même, elle est faite comme ça. C'est deux fois de choses. Il n'y a pas d'unanimité dans n'importe quel domaine. Le choix que nous faisons de la vie. Et moi, j'ai un certain nombre de choix que j'ai fait dans la vie pour répondre à la question de qu'est-ce qui me prend vraiment à cœur. Moi, je veux le développement de l'Afrique en partant du développement du Congo. C'est comme ça que j'ai dit toujours. Comment construire le rêve africain en partant du rêve congolais. Et donc, le rêve congolais, il est transversal. Il est politique, il est économique, il est entrepreneurial, il est sportif, il est culturel. Et ça me passionne. Et tout ce que j'ai fait, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit en aidant d'autres jeunes à monter, que ce soit en m'investissant dans la compréhension des enjeux politiques et tout ça, ça converge vers un objectif, construire le rêve congolais pour bâtir un rêve africain. Donc ça, c'est une préoccupation de chaque jour. Je dors, je me réveille avec ça et tout converge autour de ça. Que ce soit mes excellences sur le plan entrepreneurial, que ce soit mes efforts sur le plan culturel, parce que je suis transversal, je suis culturel, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis foncièrement politique et j'aime pas faire semblant sur ce point-là, parce que je connais beaucoup de jeunes qui se cachent derrière les associations, ils disent non, on ne va pas faire la politique et tout ça. La politique est une vocation. Vocation de ceux qui estiment à juste valeur, à juste titre, qui sont investis d'une certaine capacité de voir des choses que les autres ne voient pas, d'avoir une vision assez, comment je peux dire, globale par rapport aux enjeux, au destin du pays et qui par conséquent ont évalué leur capacité à mettre en musique cette vision-là et ils estiment, sans fausse modestie, qu'ils en ont de compétences et qu'ils peuvent répondre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'on fait semblant, on est intelligent, on a le background qu'on a, qu'est-ce qui se passe? Le bougre vient, ils prennent le devant et ils nous mettent dans la merde et tous on commence à crier. Voilà, le pays ne marche pas. Parce que nous, on est tellement très propre, on veut tellement ne pas se salir. Si tu lis Audace d'espérer de Barack Obama, tu trouveras dedans combien on lui disait de ne pas aller en politique parce qu'il est tellement propre, il va se salir. En réalité, quand on refuse de se salir, on renonce à notre propre destinée. Et par conséquent, comme tout ceci se converge, tu as vu la montée de Tion Yang, qui à juste titre, c'est un jeune d'Afrique qui a immigré vers les États-Unis, qui avait $20 en poche et qui, quelques temps juste après, il s'est retrouvé dans l'équipe de campagne de Barack Obama. Il s'est forgé, il est devenu une personnalité. Aujourd'hui, c'est chaque jour qu'il est reçu partout dans le monde. Il fait des grandes conférences. Il n'a que 44 ans. Et il commence même à faire peur au président de son pays, au Sénégal. Parce qu'il a pris de l'étoffe, mais c'est l'incarnation d'un rêve. Toi, tu as été aux États-Unis, mais tu n'es pas resté devenu américain pour autant. Tu es foncièrement africain dans ta façon de penser. Tu sais, moi j'étais boursier du département d'État américain. Donc j'ai un parcours, j'ai des substrats en fait, de cette culture américaine et de cette façon de penser. Mais je reste foncièrement africain et je pense qu'il y a une façon de se conjuguer avec hauteur, pas avec petitesse, parce qu'on a côtoyé des gens de toutes les nations en fait. Absolument. Et on ne peut pas estimer qu'aujourd'hui, parce qu'on est congolais, qu'on puisse être inférieur à des gens que nous n'avons pas vus aussi, que ce soit sur le plan structurel, que ce soit sur ils ont l'avantage par exemple d'avoir des sociétés qui ont été déjà construites, qui sont déjà organisées, qui ont déjà de base. Et c'est différent en fait. Quelqu'un disait que ici au Congo, même si on a amené Obama, il aura du mal. Effectivement, il n'a pas tort cette personne. Parce qu'en fait, les contextes sont différents. Ici, on doit tout construire. On doit faire le travail qu'ont fait par exemple le père de l'indépendance, le père de l'indépendance américaine. Bon, c'est vrai qu'il faudra aussi se rappeler qu'on est indépendant depuis seulement 60 ans. La majorité d'autres pays sont indépendants depuis 2 siècles. Oui. C'est en même temps une excuse, mais ça ne peut pas être une excuse parce qu'il y a des pays, Indonésie,
Il y a des Singapour. pays, Singapour c'est en 65. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est parmi les destinations les plus paradisiaques à aller, tu vois. D'après toi, qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre le Singapour et Ouais. En fait, c'est la mentalité. Tout est là. Comme je le disais tout à l'heure, mais en fait, aussi, nous sommes victimes. C'est vrai que ça ne doit pas être l'excuse. Nous sommes victimes de beaucoup de complots. La preuve aujourd'hui, par exemple, regarde comment la situation dans l'Est du pays. Clairement, il a été démontré qu'il y a beaucoup de mains noires. Et c'est carrément une conspiration de la communauté internationale via de garçons de course qui finalement, comme le Rwanda et via Kagame, c'est pas le peuple rwandais qui est truc. C'est vrai qu'il y a une grande partie, il faut pas qu'on se lève de cette population qui veut que la situation soit comme ça. Mais après, on ne va pas incriminer le peuple rwandais. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une réalité des gens qui travaillent au travers de trucs pour fragiliser les Congos parce que en fait, ça ne plaît pas à beaucoup de gens de voir le Congo se relever. Et après, ce sont eux qui utilisent, notamment par exemple avec le groupe France Média Monde. Moi, je le dis toujours, ils vont faire tout pour que nos élections ne soient pas bonnes, pour que celui qui va être élu, le soit avec une culpabilité, Ouais. et que par conséquent, leurs médias vont frapper à boulet rouge et la personne va se sentir en fait moins légitime. Il va aller chercher une légitimité au lieu de la chercher auprès du peuple. Il va aller les chercher chez les dirigeants occidentaux. Le même média vont commenter avec dénigrement. Voilà, on n'a pas réussi, on l'a fait traîner pendant 45 minutes. Et du coup, en fait, ils vont vous conditionner, vous allez faire perdre du temps. Ils vont vous donner leurs propres agendas. C'est un peu comme cette histoire où je n'ai rien contre lui, j'aime beaucoup le travail qu'il fait, mais il est en train de les dérouter. Et je ne sais pas comment il ne comprend pas. Cette histoire du rapport mapping, par exemple, je l'ai dit. Avant qu'on entre dans le rapport mapping. Non, en fait, c'est des agendas oui, où on veut, en fait, vous distraire. On ne veut pas vous permettre d'avoir votre propre objectif. J'ai aimé tout à l'heure, hors caméra, quand tu m'as dit que j'avais des objectifs, et je me suis rendu compte que je les ai atteints 3 mois avant. Ici, on nous empêche même d'avoir nos propres objectifs. On vient, on va vous rabâcher les oreilles avec non, on n'a pas accompli le rapport mapping. Mais le rapport mapping avec ses 580 pages, la plupart des gens qui crient, des hommes de main, des gens à qui on met les discours dans la bouche, qui n'ont aucun sens de discernement, est-ce qu'ils ont lu les 580 pages? Est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de pièges, notamment les lits de la balkanisation dans ce rapport? On le met quelques mots, on leur dit que c'est rapport mapping, dès qu'on l'applique, on va arrêter tous ceux qui ont tué et détruit le Congo, et le Congo devient le paradis. Et des gens sérieux qui sont allés à l'université croient à ces discours, ils se promènent matin, midi, soir en train de dire que si on accomplit le rapport mapping, voilà, le pays va devenir le paradis. C'est faux et archi faux. Alors, j'étais en train de développer un raisonnement qui montre combien le cas de la RDC est complexe, parce que tu as posé la question par rapport au Sri Lanka. Le Sri Lanka n'a jamais été autant regardé par les autres. Pourquoi? Le Sri Lanka n'a jamais été aussi au cœur depuis la conférence de Berlin. Le seul pays africain, le seul pays non occidental qui a été présent à la conférence de Berlin, c'est la RDC, mais pas représenté par des Congolais. L'État indépendant du Congo, là, le drapeau a flotté là-bas, mais pas représenté par les Congolais. Et déjà, c'est pour te montrer l'enjeu. Nous sommes en 1984. Pour te montrer l'enjeu de ces pays. C'est depuis tous les officines occidentales ont un agenda sur la table concernant le Congo. Mais ils n'ont pas un agenda concernant le Sri Lanka. Et par conséquent, ils ont un programme et de temps en temps, leur programme peut rencontrer un tout petit peu les aspirations du peuple. Et on crie, ah voilà, tel pays nous a aidés. Mais en réalité, ils ne nous ont pas aidés parce qu'ils nous aiment. Seulement que pour ce moment-là, leurs objectifs se sont rencontrés avec nos objectifs. Et c'est comme ça que la situation est complexe. Alors, il faut réfléchir froidement sur le long terme. Qu'est-ce que nous voulons? Quelle est la vision globale que nous voulons pour le Congo? Et le Congo n'a même pas une identité. Et encore une fois, on tire des ficelles, on vous amène dans des divisions tribales, on vous amène dans des discussions inutiles. Et c'est comme ça qu'on reste un peu en état. Il y a un ami qui était en train de me dire une fois, on était à l'étranger, il me disait, le racisme, dans ce contexte, je vais mettre le racisme, le tribalisme et tout ça, c'est pour les pauvres. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, est-ce que tu penses que quand des millionnaires ou des milliardaires se rencontrent, celui-ci il est blanc, celui-ci il est noir, l'autre il est arabe, ils vont se mettre à dire, non, lui, il est ceci. Non,
C'est seulement des arguments qui font que les gens sont là en train de se discuter et ils n'ont pas le temps de s'unir. C'est très relatif. C'est très relatif. Oui, c'est très relatif. Quelqu'un m'a dit, tu penses que si R. Kelly était blanc, on allait lui faire ce qu'on lui a fait là. Tu vois, il y a de racisme à des niveaux que tu ne peux pas imaginer. C'est pas ton argent qui compte. Il y a des gens qui ont eu de l'argent et qui ont été ruinés après. Bien sûr. Tu vois un peu ça. Et la plupart des cas, les procès qu'on voit par exemple aux États-Unis, c'est contre le noir. C'est des problèmes de Mike Tyson, de ceci, de Michael Jackson, des trucs. Il y a toujours une subtilité, il faut faire attention. Une subtilité où on veut garder le noir dans... Il y a du racisme. Le racisme n'est pas pour le pauvre, le racisme n'est pas pour le riche. Le racisme, il est juste racisme et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, c'est quelque chose qu'il faut effectivement... Voilà mon point de vue. Moi, j'accepte les idées, les pensées, les systèmes de croyances qui me font avancer. Ouais. Il y a certaines idées et certaines pensées qui peuvent être vraies pour le commun de mortels et suivant la logique. Absolument. Que moi je réfléchis. Et ici nous sommes en train de parler pour le commun de mortels. Oui. Oui, justement. Si c'était juste pour parler de nous deux, il y a des choses... Non, il n'y a pas de problème. Moi, la majorité des personnes qui me suivent, c'est des personnes qui sont liées au mindset, à la façon de réfléchir à la performance et à élever l'autre. Absolument. Je vais donner un exemple. Tu es né, par exemple, dans une situation catastrophique. Et tu veux dans tout ton environnement, dans tout ton environnement, il n'y a personne qui a réussi ou qui avance. Du moment où tu mets dans ta tête que c'est difficile pour moi d'avancer, même si c'est vrai, c'est déjà compliqué pour toi. Exactement. Même si, une fois encore, c'est vrai. Donc, moi, j'adopte les pensées seulement qui me poussent et me permettent d'avancer. Peu importe si c'est vrai, peu importe si c'est faux. Parfait. Moi, je dois avancer à tout prix. Cette façon-là de réfléchir, c'est la façon de réfléchir que j'ai adoptée quand j'étais très jeune. Je crois que j'ai commencé à vivre tout seul à partir de 20 ans, 21 ans. Vraiment. Donc, il fallait que je me débrouille. Il n'y avait pas de support, papa ou maman qui envoie l'argent. Il fallait que je commence à me débrouiller. Et à un moment donné, j'ai découvert le développement personnel. Je me suis mis à me calibrer parce que l'idée dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma tête, c'était avancer à tout prix. Absolument. Donc maintenant, moi je pense qu'il y a deux façons de voir le monde. Tu peux voir le monde où tu le vois d'un point de vue purement logique, en prenant en compte la logique sur tout le point, c'est-à-dire même ceux qui ne t'aident pas à avancer, tu as une raison pour ça. Ouais. Même ceux qui t'aident à avancer, tu as aussi une raison pour ça. Absolument. Et tu es en train de donner du sens à tout. Ou tu peux prendre la vie d'un autre point de vue. Et ce point de vue-là, c'est... Tu prends seulement les éléments. Évidemment, à un moment donné, il faudrait développer une forme de... Il faudrait être assez stoïque pour voir les choses telles quelles. Mais si tu sais choisir, qu'est-ce qui t'aide réellement à avancer? Tu choisis cela. Je pense que ça va plus jouer en ta faveur qu'en ta défaveur. Absolument, ça c'est clair. Parce que des fois, la réalité peut jouer. Ça c'est clair. Et nous avons beaucoup de choix que nous faisons dans la vie. Conséquemment, tu sais que bon, ça, en temps normal, on ne va pas accepter ceci, mais on le fait. Tu vois, je t'expliquais tout à l'heure, je disais, bon, voilà, il y a des choses qui tu t'es dit, pour les avoir fait, tu as compris que ce système-là, il est tel qu'il est. Maintenant, tu te poses la question, est-ce que si les choses étaient à refaire, je ferais ces choses-là? Tu dis oui, parce que en fait, ça m'a aidé à comprendre certaines choses, ça m'a aidé à avancer. C'est ce qui est très important. C'est comme par exemple, moi aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses avec les organismes internationaux et je ne pense pas qu'il y a vraiment un seul organisme qui veut développer moi, tu sais comment j'ai appris ça? Je suis un documentaire par contre. Voilà. Où il y avait un monsieur, c'était sur le Haïti, où on est en train d'expliquer comment est-ce que les organismes internationaux, en fait, détruisent les pays. Ah, absolument. Curieux, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'ils font. Voilà la stratégie. Imagine, vous êtes là, vous êtes dans un village. Tel bon, il a un poulailler, il y a des œufs qui sont produits, l'autre a des légumes et ainsi de suite. Après, même s'il n'y a pas l'argent, vous faites le troc. Quelques temps plus tard, il y a des organismes internationaux qui descendent, boum, avec des conteneurs, ils donnent des cartons d'œufs à tout le monde gratuitement. Finalement, celui qui est en train de travailler avec son poulailler, il tombe en faillite. Les autres, ils savent que chaque matin on part, on a un plateau d'œufs. Sur 10 ans, c'est quoi l'impact?
Au lieu de vous débrouiller, même quand vous étiez en train de vous débrouiller. Les gens deviennent fainéants, ils sont dépendants de ces offres et tout ça. Et puis après 5 ans, l'organisme international, il dit s'il n'y a plus de financement, il rentre. Vous avez été conditionné pendant 5 ans à vivre de la dépendance. Donc il y a beaucoup de choses. Mais l'expérience que tu as fait, c'est aussi en ce sens-là ou bien quand tu dis les organismes internationaux n'ont pas. Il y a à boire et à manger en fait. Je crois que, d'abord, beaucoup d'organismes fonctionnent sur le modèle de justification des factures. Pas sur le modèle vraiment d'avoir un impact. Quand un jeune fait un projet, on lui dit, pour que tu puisses avoir le financement, montre comment tu vas pérenniser le projet. Mais je connais beaucoup d'organismes qui sont venus ici et les projets ne se sont arrêtés que brusquement. On se demande alors comment ils ont eu les financements de venir faire des projets qui n'ont pas de next step. Tu vois un peu ça. Ça s'arrête et on vous dit qu'il n'y a plus de financement sur ce projet, on est passé à autre. Tu vois un peu ça. Alors du coup, ça marchait des dupes. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on découvre au fil des années. Mais après, ça nous demande aussi de réfléchir à 2 fois, par exemple, sur une politique nationale sur la gestion des ONG et trucs. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Mais après, il faut avoir fait ça pour comprendre. C'est un peu comme les gens qui n'aimaient pas regarder la chaîne nationale. Mais comment tu vas voir les failles et chercher à penser à l'amélioration si tu n'as pas regardé? Donc, moi, j'avais toujours regardé. Hier encore bien plus qu'aujourd'hui, donc je regardais parce que en fait les gens disent que image échographique, voilà, il y a toujours de gaffe là-bas. Mais bref, tu regardes parce que tu dois avoir des idées, surtout en tant qu'entrepreneur, surtout en tant que porteur de rêves et de visions. Tu ne peux pas changer les choses que tu ne comprends même pas. Absolument. Donc tu vois, donc il faut avoir les détails sur les éléments et savoir maintenant comment améliorer ce donc, et par conséquent, tout entrepreneur, tout celui qui est épris de rêves et de grands rêves, c'est un observateur de la société et c'est quelqu'un qui a un souci sans cesse renouvelé d'apprendre. Et comme on dit, tota vita scuola est, toute la vie est une école, on apprend. Et tu es passionné de développement personnel comme moi, tu le sais très bien, en leadership, on n'a que 2 boutons sur le clavier, c'est Learn and Lead. Tu n'apprends pas, tu cesses, tu deviens constipé en tant que leader. Un leader, c'est quelqu'un qui se remet en cause, qui apprend, qui se renouvelle. Et aujourd'hui, le monde est gouverné par l'information. L'information dans ses 3 appréhensions, information comme data, données, information comme knowledge, connaissance, information comme news, nouvelles, actualité. Donc, et quand on est forgé dans ça, on se met à niveau, on a une vitesse par rapport aux autres. Et c'est comme ça que, bon, il y en a qui pensent qu'on est devenu des extraterrestres, mais on a compris juste sur quoi on joue et... Mais, en tant que consultant avec tes casquettes, si on te demande par exemple, est-ce qu'il y a quelques étapes, juste en général, point de vue panoramique, sur comment développer le Congo en particulier ou l'Afrique en général, juste en quelques points. Le premier point, c'est investir dans l'homme. J'étais très heureux quand le chef d'État actuel a pris le pouvoir. Premier discours, il a parlé de la place de l'humain. Deuxième discours, quand c'était le lancement de 100 jours, il a parlé de plusieurs axes de son programme et il a dit mais tout ceci ne se fera pas si on n'a pas pu changer l'homme congolais. Parce que déjà c'était une avancée par rapport à son prédécesseur qui, après avoir fait 18 ans, il fait le tout dernier interview, il dit, on lui pose la question, qu'est-ce que tu n'as pas pu changer? Il dit, je n'ai pas pu changer l'homme congolais. Comment tu vas changer l'homme congolais? On est des programmateurs, on est dans le développement, on est dans le projet, on est dans l'entrepreneuriat. Comment tu peux espérer des résultats que tu n'as pas prévus dans les objectifs? Que ce soit dans le 5 chantiers, il n'y avait pas chantier changer l'homme. Que ce soit dans la révolution de la modernité, il n'y avait aucune rubrique qui parlait du changement de l'homme. Mais comment tu peux t'exclamer à la fin et dire que, bon, tiens, je n'ai pas su changer l'homme congolais? C'était autant stupide et non programmatique pour quelqu'un qui était censé présider aux destinées du genre. Bon, l'autre vient, l'actuel. Il parle du changement de l'humain comme axe principal. Mais après, il pose aussi l'acte. Il crée la cellule de coordination des changements de mentalité. Mais c'est là que ça pêche. Il met des animateurs qui n'ont aucune vision, qui ne comprennent rien, qui ne comprennent même pas que ça a été une préoccupation pour le chef. C'était la clé en fait. Parce qu'on peut construire des infrastructures, on peut amener des investisseurs. Si la mentalité du Congolais n'a pas changé, on aura toujours, un peu comme partout, des gens qui viennent
avec des financements, un peu comme ce que dénoncé dernièrement, il y a 2 jours, les députés un peu populistes, mais qui a quand même dit des choses, des financements d'une même route dans tous les budgets des 3 dernières années. On se demande, mais finalement, en fait, il y a tellement un profond, comment je vais dire, une profonde destruction de nos mentalités qu'il faut un travail de fond. Mais regarde qu'est-ce que la cellule de changement de mentalité fait. Quand ils arrivent, alors que le chef de l'État disait qu'il n'aime pas le culte de personnalité des Dialélo, première chose que la cellule fait, c'est culte de personnalité. Ils mettent des panneaux dans la ville. Je t'ai dit que je suis un observateur, j'observe beaucoup la ville. Voilà pourquoi, en fait, la grandeur de la vision que j'ai se nourrit dans cela. Ils mettent des panneaux où on écrit « Le chef de l'État n'est pas président par la volonté d'un homme » et tout ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ça le fondement de la cellule de changement de mentalité? 2, ils commencent une campagne. Ils mettent des panneaux. Je ne sais pas qui a dit aux gens que faire la communication, c'est connaître là où on imprime à limiter ou je ne sais pas moi, là où on imprime des panneaux et trucs. Il y a des gens qui ont appris ça. Ils font de gros panneaux dans la ville où on a juste écrit Tika Moïbi, Tika Tribalisme. Mais quoi? Alors, et ils pensent que juste parce que les gens ont vu ça, ça change. Petite parenthèse. C'est structurel, c'est substantiel. Quand on veut faire quelque chose de sérieux comme ça, on ne peut pas faire ça. Le policier de roulage qui est juste en face de l'OCPT, où on crée des infractions de toutes sortes là. Ce qu'il fait là, est-ce qu'il sait que c'est Moïbi? Si on ne lui a pas dit que ça c'est Moïbi, créer des infractions imaginaires, on rançonne des gens, au point que moi je suis traumatisé de passer à cet endroit-là. Si j'ai un rendez-vous, je préfère soit chercher une route secondaire ou carrément prendre le taxi. Parce que je ne veux pas aller vivre le cauchemar. Ces gens sont chiants. Mais ils sont dans ce pays. Les personnes n'y a pensé, ni aucun député, ni pour qu'il y ait une structuration, ni leur hiérarchie. Mais la cellule de changement de mentalité ne leur a pas dit que ça c'est du vol. On a juste écrit Tika Moïbi. On n'a pas dit c'est quoi le contenu de Moïbi. On a écrit Tika Tribalisme. On n'a pas écrit le contenu des tribalismes. Je vais te dire franchement, moi j'ai vu ça. Quand ça a commencé, moi je pensais que vous allez me contacter. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé un programme de changement de mentalité en 2012-2013. Voilà. Avec environ 200 numéros. On a intervenu dans plusieurs conférences sur le changement de mentalité. Avec environ 200 numéros qui passaient sur toutes les chaînes. Oui. Mais on te dira que tu n'as pas été dans une marche, tu n'as pas subi des lacrymogènes. Quand j'ai vu ça, tu ne peux pas être dans cette cellule. Ma réaction était exactement comme la tienne. Voilà. Je me suis dit, ces gens ici, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Écrire Tika Moïbi, ça ne va pas être gravé dans la tête de quelqu'un parce que tu as écrit ça. C'est au fait de la perte d'argent. Même pas la perte, je crois que c'est la justification de l'argent qu'ils ont volé ou ils ont consommé. Mais une question, si tu étais à la tête... Non mais laisse-moi d'abord finir l'idée. Donc tu vois, donc, ils sont allés dans cette optique. J'ai déjà compris l'essence de ta question et je vais rebondir là-dessus. Et il est tellement passé dans des choses en pataugeant parce que lui-même n'avait même pas une vision de ce que c'est que la question du changement de mentalité. Pourtant, c'était une occasion en or. Autant pour lui, autant pour les ministres qui passent au niveau du ministère de la Jeunesse. Parce que le ministère de la Jeunesse est initiation à la nouvelle citoyenneté. Initiation à la nouvelle citoyenneté se marie avec le changement de mentalité. C'est quoi les contenus? Les ministres ils passent comme des touristes. En fait, il n'y a pas un contenu, il n'y a pas un vade-mecum. Mais on le fait comment? Parce que le premier test pour le monsieur de la cellule de changement de mentalité, c'est qu'il va aller à l'Unikin. Tu te rappelles que c'est quand il était passé là-bas qu'on avait chanté Tonini Kabila. tu vois un peu ça. Et pourtant, il aurait fait une campagne en amont, qui a conditionné les étudiants à comprendre le sens du patriotisme, le sens du civisme. Ces étudiants n'allaient pas faire quelque chose de honteux comme ça. Quelqu'un qui nous a détruit pendant 18 ans. Ce sont des intellectuels, la première université du pays, Unikin, mais qui chante ce jour. Mais en fait, même si c'était une façon de dire leur ras-le-bol, c'était un indicateur très important pour le numéro 1 du changement de mentalité de se retrouver sur ce site et qu'on lui chante ça, parce qu'il n'a pas été prévisible. Or, il fallait faire un travail en amont. Un travail en amont qui s'est fait comment? C'est comme ça que tu me poses la question. Avant je vais juste une petite parenthèse. Moi, actuellement, je suis apolitique. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'estime
qu'avant de me prononcer... Mais la bonne réflexion est toujours apolitique. Oui, oui. Non, parce que Parce que quand tu es déjà politique, tu es coloré. Voilà. Oui, oui. Et donc coup, là, maintenant, j'ai pas de... Tu n'as pas la liberté que j'ai de parler avec aisance de questions du pays, avec beaucoup d'objectivité. Non, non, je peux parler des questions du pays avec objectivité, sans pointer du doigt. Parce que je ne sais pas où je vais être affilié. Je crois sincèrement, je crois sincèrement que des deux camps, tous les camps peuvent apporter quelque chose de positif. Oui, mais après... c'est pas tout le monde qui apporte finalement quelque chose de positif. Justement, mais moi je ne pense pas comme... À l'âge où j'ai, je ne pense pas que je dois attendre un camp. À la limite, j'en créerai un. Tu vois? Donc, je crois que... Voilà. C'est pas exclu, je suis en train d'y travailler sensiblement pour voir. Parce qu'en fait, on doit se projeter. Est-ce que tu sais que ça ne sera pas des anges qui vont descendre pour venir présider à la destinée de ce pays? On devait être décomplexé. Oui, mais le seul moyen de bouger, c'est pas nécessairement en faisant directement de la politique. Non, en fait, j'ai toujours dit ceci. Tu es dans le développement personnel comme moi, tu affectionnes les choses. On ne peut pas se reproduire dans l'espèce où on n'est pas. Tu vois un peu ça. Et ça, c'est très important. On ne peut pas non plus devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Donc, il ne faut pas qu'on ait un discours anonyme, un discours impersonnel, de dire on ne peut pas changer le pays qu'en faisant la politique. Non, celui qui est appelé à faire la politique, il faut l'encourager à le faire. Non, maintenant, dire à celui qui n'est pas appelé à faire la politique qu'il ne faut pas penser que si tu veux faire des choses, tu dois aller le faire en politique. Et on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat, il faut seulement rester dans une banque ou dans une télécom, alors que cette personne a vocation à faire. Donc ici, il faut encourager ceux qui ont vocation. C'est justement ce que je suis en train de faire. Moi, je suis en train de t'encourager à être dans la politique. Les jeunes gens qui nous suivent, ceux qui sont des politiciens, je les encourage à être dans la politique. Mais non, voilà la nuance. Voilà la nuance. La nuance, c'est que je sais que la vie, c'est aussi des étapes. Absolument. Moi, je suis à l'étape où j'influence des hommes politiques dans l'ombre. Absolument. Je suis dans cette étape-là depuis très longtemps. Je travaille avec beaucoup d'hommes politiques des différents camps que j'influence. Des fois, je vois ce dont on a parlé en action. Exactement. Mais je ne suis pas encore à l'étape où je dois dire, à un moment donné, je voulais entrer dans cette étape-là. Mais avec mon style agressif, je vais te dire moi ce que je voulais faire. Je voulais au fait que 2 ans, à l'époque, 2 ans avant les élections, je voulais m'annoncer comme pour dire que, pas ces élections, les élections prochaines, je serai candidat président.